La pluie tombait fort cet après-midi d'hiver lorsqu'Helena Carter serra pour la dernière fois la main glacée de son mari. Le corps de Thomas était encore chaud à l'hôpital, mais ses yeux ne voyaient déjà plus rien. 3 heures plus tôt, il conduisait joyeusement sur la route, chantant cette chanson ringarde qu'elle lui reprochait toujours. Maintenant, elle était là, veuve à 32 ans, avec un secret caché dans la poche de son manteau qu'elle ne pourrait jamais partager avec lui. Le test de grossesse positif brûlait contre sa poitrine comme une braise vive. Helena l'avait découvert ce matin-là, en préparant une surprise romantique pour annoncer la nouvelle après 5 ans d'essai. 5 ans de traitements douloureux, d'injections quotidiennes, de consultations humiliantes où les médecins parlaient d'elle comme si elle était une machine défectueuse. 5 ans à entendre sa belle-mère, Margaret, dire à chaque dîner du dimanche que Thomas méritait une vraie femme, une qui puisse lui donner des héritiers. L'infirmière posa doucement la main sur son épaule, mais Helena ne bougea pas. Comment pourrait-elle expliquer à cet enfant qu'il ne connaîtrait jamais son père? Comment pourrait-elle survivre seule alors qu'elle arrivait à peine à respirer? 2 semaines plus tard, la douleur au ventre commença pendant l'enterrement. Helena sentit quelque chose de chaud couler le long de ses jambes, tandis que le prêtre parlait de vie éternelle et de plan divin. Elle s'effondra la même, au milieu des fleurs blanches et des regards choqués des présents. Lorsqu'elle se réveilla à l'hôpital, la médecin lui serra la main et prononça les mots qui détruisirent ce qu'il restait de son cœur. Il n'y avait plus de bébé. Margaret apparut sur le pas de la porte de la chambre ce soir-là, les yeux durs comme la pierre. Elle ne demanda même pas comment allait Helena. Elle déclara simplement qu'elle était une malédiction, qu'elle avait tué son fils et son petit-fils par son incapacité, qu'elle devrait avoir honte de continuer à vivre. Helena ne pleura pas. Elle n'avait plus de larmes. Elle tourna simplement le visage vers le mur et attendit que l'obscurité engloutisse tout. Les mois suivants furent un flou gris. Helena vendait les meubles de la maison un par un pour payer les frais de l'enterrement et les dettes médicales que Thomas avait laissées. La belle-mère garda la voiture, la maison alla à la banque, les amis disparurent comme de la fumée. Elle emménagea dans une minuscule chambre au-dessus d'une laverie bruyante, où l'odeur de lessive s'accrochait à la peau et aux cheveux. C'est lors de l'un de ces après-midi vides qu'Helena trouva un portefeuille tombé dans la rue. Il était rempli d'argent, plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois en travaillant comme femme de ménage. Pendant un instant, elle pensa tout garder, disparaître, recommencer ailleurs. Mais quelque chose dans la photo du document la fit s'arrêter. C'était un homme âgé souriant à côté d'une femme aux cheveux blancs. Il semblait heureux d'une manière qu'elle ne serait plus jamais. Helena dépensa ses dernières pièces pour prendre le bus et rendre le portefeuille à l'adresse indiquée sur le document. Le vieil homme, Monsieur Dmitri, ouvrit la porte en panique, les yeux gonflés à force de pleurer. Cet argent était destiné à l'opération de sa femme. Sans lui, elle mourrait. Quand Helena lui rendit le portefeuille intact, l'homme fondit en larmes et insista pour lui donner une récompense. Elle refusa 3 fois, mais il resta ferme. Il plaça une enveloppe épaisse dans ses mains tremblantes et dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. La bonté trouve toujours le chemin du retour, même quand cela paraît impossible. Avec cet argent, Helena acheta une vieille charrette, des casseroles d'occasion et des ingrédients de base. Elle monta un petit stand de nourriture sur la place centrale de la ville, vendant des soupes chaudes et des sandwichs simples. Le travail était dur. Elle se levait à 4 heures du matin, restait debout 15 heures d'affilée, rentrait chez elle avec les pieds enflés et les mains brûlées. Mais c'était à elle. Pour la première fois depuis des mois, elle avait un but au-delà de la simple survie. Ce fut lors d'une nuit froide d'automne, alors qu'elle s'apprêtait presque à fermer le stand, que 3 enfants apparurent. C'étaient des triplés, sales et beaucoup trop maigres, demandant des restes de nourriture. Helena regarda ces visages affamés et vit quelque chose qui la fit arrêter de respirer pendant une seconde. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez et de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Votre interaction aide beaucoup la chaîne à grandir. Les 3 garçons n'avaient pas plus de 7 ans. Des cheveux noirs emmêlés, des vêtements déchirés qui avaient autrefois été blancs, des pieds nus malgré le froid mordant. Ce qui choqua le plus Helena fut le silence. Des enfants de cet âge devraient faire du bruit, courir, se disputer entre eux. Mais ces 3-là restaient simplement immobiles, regardant la nourriture avec une faim qui allait au-delà de l'estomac. Helena remplit 3 grands récipients de soupe et leur donna du pain frais. Ils mangèrent si vite qu'ils faillirent s'étouffer. Quand elle eut fini de nettoyer le stand, les triplés étaient toujours là, assis sur le trottoir, sans nulle part où aller. Elle demanda où ils habitaient. Le plus grand des 3, avec une cicatrice sur le menton, se contenta de pointer le ruelle sombre au bout de la rue. Cette nuit-là, Helena ne réussit pas à dormir. Elle voyait ces visages affamés chaque fois qu'elle fermait les yeux. Le lendemain matin, les 3 étaient devant le stand avant même qu'elle n'arrive. Ils attendaient en silence, comme des chiens abandonnés qui ont appris à ne rien demander.
Elena nourrit de nouveau les garçons, puis encore le lendemain, et le suivant, et le suivant. C'est la 5e nuit qu'elle est suivie jusqu'à la ruelle. Ils vivaient sous un escalier de secours, couvert de cartons mouillés et de vieux journaux. Aucun adulte ne s'occupait d'eux. Aucun abri, aucune famille, aucun espoir. Elena sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une douleur différente de celle qu'elle portait depuis la mort de Thomas et du bébé. C'était une douleur face à laquelle elle pouvait encore agir, qui avait encore un sens. Elle emmena les 3 dans sa minuscule chambre cette même nuit. Ils dormirent enroulés les uns contre les autres sur le sol, refusant le lit même lorsqu'elle insista. Elena resta éveillée à observer ces petits corps enfin détendus, et prit la décision la plus insensée de sa vie. Elle allait rester avec eux. Les premiers mois furent plus difficiles que tout ce qu'elle avait affronté. Les garçons avaient des traumatismes profonds qu'ils ne savaient pas exprimer. Le plus grand, qu'elle découvrit s'appelait Daniel, se réveillait en hurlant toutes les nuits. Celui du milieu, Lucas, ne prononçait pas un mot, se contentant de dessiner des figures troublantes sur les murs avec du charbon. Le plus petit, Adrian, faisait des crises de panique dès que quelqu'un élevait la voix. Elena travaillait 18 heures par jour au stand pour faire vivre 4 personnes avec un argent qui suffisait à peine pour une seule. Elle se levait à 3 heures du matin, préparait de la nourriture à vendre et de la nourriture pour que les garçons l'emportent à l'école publique où elle réussit à les inscrire après des semaines de lutte contre la bureaucratie. Elle rentrait chez elle presque à minuit, aidait aux devoirs qu'elle ne comprenait pas très bien, cousait des vêtements donnés pour qu'ils soient présentables. Les gens du voisinage commencèrent à parler. Ils disaient qu'Elena était folle d'élever des enfants qui n'étaient pas les siens, que ces enfants de la rue ne deviendraient jamais rien, qu'elle gaspillait le peu qu'elle avait avec des vauriens. La propriétaire de la laverie augmenta le loyer de la chambre 3 fois en 6 mois, laissant clairement entendre qu'elle ne voulait pas de ce genre de personnes dans l'immeuble. Mais Elena ignora chaque commentaire venimeux. Elle voyait quelque chose dans les yeux de ces garçons que personne d'autre ne parvenait à voir. Une intelligence cachée derrière la peur, une bonté étouffée par l'abandon, des rêves enterrés sous des années de survie. Daniel était brillant en mathématiques, il résolvait des problèmes que des élèves plus âgés n'arrivaient pas à résoudre. Lucas dessinait avec une perfection impressionnante, créant des mondes entiers sur le papier. Adrian avait une mémoire photographique, il mémorisait des livres entiers après une seule lecture. Lorsque les garçons eurent 10 ans, Elena eut une conversation sérieuse avec eux 3. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas leur offrir une vie facile, qu'elle n'avait pas d'argent pour des jouets chers ou des vêtements de marque, mais qu'elle pouvait leur donner quelque chose que personne d'autre ne leur donnerait, une véritable chance d'avenir. S'ils étudiaient, faisaient des efforts, croyaient qu'ils en étaient capables, ils pourraient être tout ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas besoin de porter pour toujours les cicatrices de l'abandon. Daniel la regarda avec des yeux bien trop sérieux pour un enfant et posa une question qui glaça le sang d'Elena. Pourquoi les avait-elle choisis? Elle avait tout perdu, elle était seule, elle aurait pu recommencer sa vie sans le poids de 3 bouches à nourrir. Pourquoi se sacrifier pour des inconnus? Elena prit les mains des 3 garçons et raconta pour la première fois l'histoire de Thomas, du bébé qui n'était jamais né, de l'obscurité qui avait failli l'engloutir. Elle dit qu'il l'avait sauvé autant qu'elle les avait sauvés, qu'elle avait trouvé une raison de continuer à vivre lorsqu'elle croyait qu'il n'y en avait plus aucune. Les années passèrent lentement et rapidement à la fois. Elena vieillissait plus vite qu'elle n'aurait dû, le corps épuisé par tant de travail, les mains calleuses et tremblantes. Mais elle voyait les garçons grandir fort, obtenir d'excellentes notes, gagner des bourses d'études, rêver grand. Chaque petite victoire d'eux était un carburant pour un jour de plus, une semaine de plus, une année de plus de lutte. Lorsque les triplés eurent 15 ans, quelque chose changea dans la dynamique de la petite famille. Elena se réveilla un samedi matin et trouva la cuisine propre, le café préparé et un mot sur la table. « Repose-toi aujourd'hui. Nous nous occupons de la baraque. » Elle courut jusqu'à la place et trouva les 3 garçons en train de travailler avec une efficacité impressionnante. Daniel gérait la caisse et organisait les commandes, Lucas préparait la nourriture avec des gestes précis. Adrian s'occupait des clients avec un sourire qui aurait fait fondre le cœur le plus froid. Pour la première fois depuis des années, Elena s'assit sur un banc et se contenta d'observer. Ses enfants arrivés affamés et brisés étaient désormais de jeunes hommes forts, déterminés, fonctionnant comme une machine parfaitement synchronisée. Elle pleura la même, au milieu de la place, des larmes silencieuses de fierté mêlées de peur. Peur, parce qu'elle savait qu'un jour ils grandiraient complètement et n'auraient plus besoin d'elle. Les mois suivants apportèrent une routine différente. Les garçons insistèrent pour assumer une partie du travail de la baraque, permettant à Elena de se reposer quelques heures par jour. Ils utilisaient ce temps pour étudier frénétiquement, se faisant concurrence pour savoir qui obtiendrait les meilleures notes. Daniel voulait étudier l'ingénierie, Lucas rêvait d'architecture, Adrian prévoyait d'étudier l'administration des entreprises. C'est durant cette période que des choses étranges commencèrent à se produire.
Elena remarqua des conversations chuchotées qui s'interrompaient lorsqu'elle s'approchait. Les garçons sortaient tard le soir en disant qu'ils allaient à la bibliothèque, mais revenaient avec une lueur différente dans les yeux, comme s'ils gardaient un immense secret. Elle essaya de poser des questions à plusieurs reprises, mais ils changeaient de sujet avec des sourires bien trop innocents. Un après-midi, Elena trouva des papiers cachés sous le matelas de Daniel en rangeant la chambre. C'étaient des formulaires d'université chers, totalement hors de leur portée financière. Son cœur se serra. Elle savait que les garçons étaient assez brillants pour entrer n'importe où, mais comment paieraient-ils? Elle avait déjà du mal à mettre de la nourriture sur la table et à payer le loyer à temps. Ce soir-là, elle confronta les trois. Daniel prit une profonde inspiration et expliqua qu'il postulait à des bourses d'études complètes dans des programmes spéciaux destinés à des jeunes à faible revenu ayant d'excellents résultats académiques. Ils étudiaient en cachette depuis des mois, préparant des portfolios impressionnants, écrivant des lettres de motivation, résolvant d'anciens examens. Ils ne l'avaient pas dit plus tôt parce qu'ils ne voulaient pas créer de faux espoirs. Elena ressentit un mélange d'immense fierté et de terreur paralysante. S'ils obtenaient les bourses, ils partiraient loin, vers de grandes villes où se trouvaient les universités. Elle se retrouverait à nouveau seule, et cette fois sans but. Mais elle avala sa peur et serra les trois garçons dans ses bras, disant qu'elle croyait en eux plus qu'en quoi que ce soit au monde. Les résultats arrivèrent un matin pluvieux de mars, 6 mois plus tard. 3 enveloppes épaisses, une pour chaque garçon. Elena était à la baraque lorsqu'ils arrivèrent en courant, trempés, en criant et en sautant comme ils ne l'avaient plus fait depuis leur enfance. Ils avaient réussi. Tous les trois avaient été acceptés avec des bourses complètes dans les meilleures universités du pays. La fête ce soir-là fut simple mais intense. Elena prépara le plat préféré de chacun, ils utilisèrent de vieilles bougies comme décoration, chantèrent des chansons fausses jusqu'à ce que les voisins se plaignent. Mais lorsque tout le monde dormit, Elena resta éveillée à regarder ces trois corps devenus trop grands pour la chambre minuscule, et sentit un vide grandir dans sa poitrine. Les mois précédant le départ furent doux amers. Elena mémorisait chaque détail, chaque rire, chaque dispute idiote, chaque repas partagé. Les garçons semblaient faire la même chose, comme si tous savaient que rien ne serait plus jamais pareil après cette séparation. Daniel commença à apprendre à Elena à utiliser un téléphone portable simple qu'il avait acheté avec de l'argent économisé. Lucas peignit un immense tableau des 4 figures d'eux ensemble à la baraque, rempli de couleurs vibrantes et de vie. Adrian organisa toutes les finances de la baraque dans un système qu'Elena pourrait gérer seule, avec des marges bénéficiaires calculées et des fournisseurs fiables répertoriés. La dernière semaine, ils firent quelque chose qu'Elena n'attendait pas. Tous les trois se levèrent avant elle, chose rarissime, et l'emmenèrent dans un endroit qu'elle n'avait jamais visité, le cimetière où Thomas était enterré. Ils restèrent là tous les 4, en silence, devant la simple pierre tombale. Daniel parla le premier, remerciant un homme qu'il n'avait jamais connu d'avoir aimé la femme qui était devenue leur mère. Lucas déposa des fleurs qu'il avait lui-même cultivées dans des pots improvisés. Adrian lut un poème qu'il avait écrit sur le fait que la famille choisie est plus forte que le sang. Elena s'effondra la même, entre les tombes et les fleurs fanées, sanglotant d'une manière qu'elle n'avait plus connue depuis ce jour horrible à l'hôpital. Les garçons la serrèrent fort dans leurs bras, et elle comprit qu'ils n'étaient plus des enfants effrayés sous un escalier. C'étaient des hommes, forgés dans la douleur mais trempés dans l'amour. Le jour du départ, Elena n'alla pas à la gare. Elle n'aurait pas supporté de voir les trois partir. Elle leur dit au revoir à la maison, serra chacun d'eux dans ses bras pendant de longues minutes, dit tout ce qu'elle avait besoin de dire. Quand la porte se referma, elle s'effondra sur le sol vide et pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Les années qui suivirent furent les plus solitaires de la vie d'Elena. La baraque continuait de fonctionner, les clients venaient encore, l'argent payait les factures. Mais la chambre était trop vide, trop silencieuse, trop froide. 8 ans s'étaient écoulés depuis le départ des garçons. Elena avait désormais les cheveux complètement blancs, des rides profondes autour des yeux, des mains qui tremblaient en tenant les lourdes casseroles. La baraque était toujours au même endroit, mais elle semblait plus petite, plus fatiguée, reflétant sa propriétaire. Les clients fidèles continuaient de venir. Certains demandaient des nouvelles des garçons, mais Elena se contentait de sourire et de dire qu'ils allaient bien, qu'ils étudiaient loin. La vérité était plus compliquée. Les appels étaient devenus rares, espacés, jusqu'à presque disparaître. Daniel appelait 1 fois par mois, des conversations rapides sur les examens et les projets. Lucas envoyait de courts messages, des photos de bâtiments qu'il dessinait. Adrian avait simplement disparu, ne répondant plus depuis plus d'1 an. Elena comprenait. Ils avaient des vies maintenant, des carrières, peut-être des petites amies, tout un monde dont elle ne faisait pas partie. C'était naturel. C'était douloureux, mais naturel. Un après-midi particulièrement froid de décembre, Elena ressentit une douleur aiguë dans la poitrine en préparant la soupe. Elle s'appuya sur le comptoir, attendant que ça passe,
mais la douleur ne fit qu'augmenter. Une cliente le remarqua et appela une ambulance. À l'hôpital, le médecin, trop jeune, parla de cœur fatigué, de tension élevée, d'années de travail excessif qui réclamaient leur prix. Il recommanda du repos, des médicaments coûteux, moins d'efforts physiques. Elena hocha simplement la tête, sachant que rien de tout cela n'était possible. Elle retourna à la baraque le lendemain. Elle n'avait pas le choix. Soit elle travaillait, soit elle mourait de faim, c'était aussi simple que cela. Mais son corps n'obéissait plus comme avant. Elle faisait tomber des choses, oubliait des commandes, devait s'asseoir toutes les 15 minutes. Les clients commencèrent à le remarquer, certains proposaient de l'aider, aide qu'elle refusait avec une fierté obstinée. Ce fut un matin brumeux de janvier que tout changea. Elena rangeait la baraque lorsque 3 voitures énormes et rutilantes s'arrêtèrent devant. Des Rolls-Royce noirs, du genre qu'elle ne voyait qu'au cinéma. Les gens sur la place s'arrêtèrent pour regarder. Qui pouvait être assez important pour conduire de telles voitures dans ce quartier pauvre? Les portières s'ouvrirent simultanément. 3 hommes en sortirent, vêtus de costumes impeccables, avec des chaussures qui coûtaient probablement plus cher que toute la baraque. Elena se frotta les yeux, pensant qu'elle avait des hallucinations à cause du manque de sommeil. Mais lorsqu'ils marchèrent vers elle, lorsqu'elle vit ces visages familiers devenus adultes, elle faillit tomber. Daniel, Lucas et Adrian. Ces garçons. Désormais des hommes faits, grands, confiants, à la fois méconnaissables et totalement familiers. Elena laissa tomber la cuillère qu'elle tenait, la main portée à la bouche, des larmes coulant déjà avant même qu'elle ne puisse comprendre complètement ce qu'elle voyait. Daniel arriva le premier, prit les mains tremblantes d'Elena dans les siennes, désormais grande et ferme. Il n'était plus ce garçon effrayé avec une cicatrice au menton. C'était un ingénieur prospère, propriétaire d'une entreprise de technologie valant des millions. Lucas montra sur son téléphone des photos de bâtiments qu'il avait conçus, des constructions célèbres dans des villes importantes, des prix internationaux d'architecture. Adrian expliqua qu'il gérait des fonds d'investissement, administrait des fortunes, possédait des bureaux dans 3 pays. Mais ce qui choqua Elena ne fut pas leur succès. Ce fut ce qu'ils dirent ensuite. Pendant toutes ces années de silence apparent, ils travaillaient sur quelque chose de secret. Ils avaient acheté le terrain où se trouvait la baraque ainsi que tous les immeubles autour. Ils avaient construit un restaurant complet, moderne mais chaleureux, avec le nom Casa da Elena, écrit en lettres dorées à l'entrée. Ils avaient engagé toute une équipe pour y travailler, mais la place principale, derrière le comptoir central, était la sienne si elle le voulait. Elena secoua la tête, confuse, incapable de former des mots. Daniel expliqua qu'il n'avait jamais oublié d'où il venait, cette femme qui les avait nourris lorsque tout le monde leur avait tourné le dos, qui avait tout sacrifié sans rien demander en retour. Chacun de leurs succès était aussi le sien. Chaque victoire portait le nom d'Elena gravé. Lucas ouvrit une épaisse chemise, remplie de documents. Une maison, entièrement payée, avec 3 chambres pour quand il viendrait lui rendre visite, dans un quartier sûr avec un jardin. Un compte bancaire avec assez d'argent pour qu'Elena n'ait plus jamais besoin de travailler. Une assurance santé complète, les meilleurs médecins disponibles. Adrian, qui avait toujours été le plus silencieux, s'agenouilla devant elle. Il demanda pardon d'avoir disparu, expliqua qu'il concluait des affaires importantes justement pour pouvoir faire tout cela arriver. Il dit qu'il pensait à elle tous les jours, que chaque décision difficile était guidée par la question « Que ferait Elena ?» Toute la place regardait désormais, des gens filmant avec leur téléphone, d'autres pleurant avec eux. Elena trouva enfin sa voix, mais elle ne réussit à dire qu'une seule chose, encore et encore, « Mes garçons. Mes garçons sont revenus. » Daniel fit alors quelque chose que personne n'attendait. Il sortit de la poche intérieure de son costume une vieille photo, jaunie, au coin plié. C'était de ce jour-là, des années plus tôt, lorsque 3 enfants affamés étaient apparus pour la première fois à la baraque. Elena ne savait même pas que quelqu'un avait pris cette photo. Il expliqua qu'il portait cette image avec lui tous les jours, comme un rappel de ne jamais oublier d'où il venait, de qu'il avait sauvé lorsque le monde entier avait renoncé à lui. Lucas et Adrian sortirent des photos identiques de leur propre poche. Tous les 3 gardaient le même souvenir, le même moment qui avait tout changé. Elena s'effondra dans les bras des 3, sanglotant si fort que cela résonna dans toute la place. Ce n'étaient pas des pleurs de tristesse, mais la libération d'années de solitude, de peur, de fatigue et de doute. C'était la confirmation que tout en avait valu la peine, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque sacrifice impossible. L'inauguration du restaurant Casa da Elena eut lieu 2 semaines plus tard, un samedi ensoleillé qui semblait chargé de magie. Toute la place fut décorée de fleurs, de lumières douces suspendues entre les arbres, de tables disposées un peu partout. Des centaines de personnes apparurent, des clients fidèles de l'ancienne baraque aux hommes d'affaires importants que les garçons avaient rencontrés au fil des années.
Elena était nerveuse dans la robe élégante que Lucas avait choisie pour elle, avec des chaussures confortables mais jolies qu'Adrian avait insisté pour lui acheter, les cheveux arrangés par un coiffeur professionnel que Daniel avait engagé. Elle se reconnaissait à peine dans le miroir, mais son sourire était sincère, venant d'un endroit profond qui était resté endormi très longtemps. Pendant la cérémonie, chacun des triplés fit un discours. Daniel parla de la manière dont Elena leur avait enseigné la véritable signification de la famille, qui n'avait rien à voir avec le sang et tout à voir avec le choix et le sacrifice. Lucas expliqua que chaque projet qu'il dessinait portait quelque chose qu'il avait appris d'elle, que la beauté ne signifie rien sans but, que les structures ont besoin de fondations solides tout comme les personnes. Adrian, la voix brisée, la remercia d'avoir cru en eux quand eux-mêmes n'y croyaient pas, d'avoir planté des graines d'espoir dans un sol qui semblait trop stérile. Mais le moment le plus marquant arriva lorsqu'ils révélèrent ce qu'ils avaient fait au-delà du restaurant. Ils avaient créé une fondation portant le nom d'Elena, dédiée à aider les enfants abandonnés et les femmes en situation de vulnérabilité. 3 refuges fonctionnaient déjà dans différentes villes, avec des programmes de bourses d'études, de formation professionnelle et de soutien psychologique. Des dizaines d'enfants étaient déjà aidés, recevant la même chance qu'eux avaient reçu des années auparavant. Elena ne put retenir ses larmes en voyant les photos de ses enfants souriants, étudiants, rêvant. C'était comme si son histoire et celle des garçons se multipliaient, créant des vagues de bonté atteignant des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginés. La souffrance qui avait failli la détruire avait désormais un sens, un but, un héritage. Ce soir-là, après le départ de tous, Elena s'assit avec les 3 garçons dans la nouvelle cuisine du restaurant. Ils mangèrent les restes d'une délicieuse nourriture, rirent d'histoires anciennes, partagèrent des souvenirs douloureux qui pouvaient désormais être revisités sans autant de poids. Daniel admit qu'à l'université, il y avait eu des moments où il avait presque abandonné, se sentant à sa place nulle part dans ce monde de gens riches. Lucas confessa qu'il pleurait en cachette dans les toilettes en se souvenant des jours de faim. Adrian révéla qu'il faisait parfois des cauchemars, retournant à cette ruelle froide où il dormait sur des cartons. Elena écouta chaque confession le cœur à la fois brisé et fier. Elle prit les grandes mains des 3 et dit quelque chose qu'ils avaient besoin d'entendre. La douleur ne disparaît jamais complètement, les cicatrices demeurent, mais elles ne les définissent pas. Ce qui les définit, c'est ce qu'ils ont fait malgré la douleur, la bonté qu'ils ont choisie même après avoir connu tant de cruauté. Les mois suivants furent les plus heureux de la vie d'Elena. Elle travaillait au restaurant non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle aimait cela. Elle enseignait des recettes à la jeune équipe, racontait des histoires aux clients, recevait des visites fréquentes des garçons qui vivaient désormais dans des appartements à proximité. La maison aux 3 chambres était toujours pleine le week-end, remplie de rires, de disputes idiotes, de repas interminables. Un après-midi, alors qu'Elena arrosait les fleurs dans le jardin de la nouvelle maison, une femme âgée s'arrêta sur le trottoir. C'était Margaret, l'ancienne belle-mère, visiblement vieillie, courbée, portant des vêtements simples très différents des robes chères d'autrefois. Elle resta là, immobile, à observer, jusqu'à ce qu'Elena remarque sa présence. Pendant un instant, le temps sembla se figer. Toutes les paroles cruelles, toutes les humiliations, toute la douleur de ces années revinrent comme une vague. Mais Elena ne ressentit pas de colère. Elle ne ressentit qu'une tristesse lointaine pour cette femme qui avait gaspillé tant de temps à cultiver l'amertume au lieu de l'amour. Margaret parla enfin, d'une voix faible et pleine de regrets. Elle demanda pardon, admit qu'elle avait eu tort, qu'Elena avait toujours été assez bonne, assez forte, bien plus qu'elle ne le serait jamais. Elle dit avoir vu le reportage sur le restaurant et la fondation à la télévision, avoir reconnu la femme qu'elle avait détruite avec des paroles venimeuses désormais transformées en symbole d'espoir. Elena aurait pu la chasser, aurait pu lui renvoyer chaque insulte gardée pendant des années. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle invita Margaret à entrer, prépara du thé, parla de choses simples. Elle n'offrit pas le pardon en mots, mais offrit quelque chose de plus puissant, la compassion pour une femme qui avait vécu dans l'amertume et mourait seule. Quand le soleil commença à se coucher, Elena s'assit sur la véranda de la maison, observant les couleurs orange et rose peindre le ciel. Elle pensa à Thomas, au bébé qui n'avait jamais été connu, à toutes les versions d'elle-même qui étaient mortes au fil des ans. Elle pensa aux 3 garçons devenus des hommes extraordinaires, à la fondation qui aidait des centaines de personnes, au restaurant plein de vie et de sens. La vie lui avait tout pris, avait brisé chaque morceau, ne laissant que des décombres. Mais à partir de ces décombres, Elena avait construit quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais cru possible. Non par vengeance ou amertume, mais grâce à la seule chose que la souffrance n'avait pas réussi à détruire. Sa capacité d'aimer, de choisir la bonté même lorsque tout appelait à l'abandon. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé et d'où vous regardez. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'aucun acte de bonté n'est perdu et que l'amour trouve toujours le chemin du retour.